Je m'appelle Sophie Claire Dubois, et j'ai 27 ans. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas une histoire de karma ou de justice poétique, même si les deux jouent un rôle. Il s'agit du moment où mon père s'est assis dans le bureau d'un avocat et a réalisé qu'il avait abandonné sa fille aux funérailles de sa grand-mère pour des vacances. Et cette décision lui avait coûté 7 800 000 €. Il s'agit de regarder la cupidité se détruire elle-même. Avant de vous parler de cette lecture de testament, où l'avocat a prononcé mon nom au lieu de celui de mes parents et où la bouche de papa est littéralement tombée de choc, je dois vous ramener à l'origine de tout. Retour à l'église Saint-Michel, où ma grand-mère reposait dans un cercueil et où mes parents vérifiaient leur montre, plus soucieux de manquer le départ de leur croisière que de dire au revoir à la femme qui m'avait élevé. Ma grand-mère, Hélène Marie Lambert, était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Elle avait élevé 4 enfants seule après la mort de mon grand-père dans un accident d'usine alors que mon père n'avait que 12 ans. Elle cumulait 2 emplois, couturière le jour, elle nettoyait des bureaux la nuit, pour assurer la nourriture et l'école à ses enfants. Elle ne se plaignait jamais, ne demandait jamais d'aide, ne montrait jamais de faiblesse. Quand je suis né, grand-mère Hélène avait pris sa retraite et vivait confortablement dans une maison modeste à Rennes, en Bretagne. Mes parents, Alain et Véronique Dubois, vivaient à 20 minutes de là avec ma sœur aînée, Chloé, et moi. Nous rendions visite à grand-mère tous les dimanches, sans faute, et ces visites étaient le meilleur moment de ma semaine. Alors que mes parents étaient obsédés par les apparences, le statut social et l'argent, grand-mère Hélène se souciait du caractère. Elle m'a appris à coudre, à cuisiner, à équilibrer un chéquier. Elle m'a raconté des histoires sur la façon de survivre aux difficultés avec dignité. Elle me faisait me sentir apprécié d'une manière que mes parents n'avaient jamais fait. « Tu es spéciale, Sophie chérie », me disait-elle, utilisant son surnom pour moi. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Tu as la gentillesse de ton grand-père et mon courage. C'est une combinaison puissante. La relation de mes parents avec grand-mère était compliquée. Papa était rancunier qu'elle ne se soit jamais remariée, qu'elle n'ait jamais recherché la richesse, qu'elle ne lui ait jamais offert l'éducation privilégiée que ses amis avaient eue. Maman méprisait le mode de vie simple de grand-mère, ses meubles d'occasion, son refus de se soucier de la mode ou du statut social. Ta grand-mère aurait pu faire tellement mieux, a dit maman un jour quand j'avais 12 ans. Elle aurait pu épouser ce banquier qui la courtisait, vivre dans une belle maison, nous donner des opportunités. Mais non, elle devait être têtue et indépendante. Elle a subvenu aux besoins de 4 enfants seuls, ai-je dit. C'est assez incroyable. C'est de la pauvreté, Sophie. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. J'ai arrêté de discuter avec maman à propos de grand-mère après cela. J'ai simplement continué tranquillement mes visites du dimanche, m'imprégnant de chaque instant avec la seule personne de ma famille qui m'aimait vraiment. Quand j'ai eu 14 ans, grand-mère a été diagnostiquée avec un cancer du pancréas, stade 4. Les médecins lui ont donné 3 à 6 mois. Elle a tenu 4 mois, et chaque jour de ces 4 mois, j'étais à ses côtés. Je prenais le bus jusqu'à sa maison après l'école, faisais mes devoirs à son chevet et lui lisais quand elle était trop faible pour tenir un livre elle-même. Mes parents rendaient visite de temps en temps, toujours brièvement, toujours en vérifiant leur téléphone. Tu passes trop de temps là-bas, c'est plainte maman. Tu as 14 ans. Tu devrais être avec des amis, pas assise dans la maison d'une femme mourante. C'est ma grand-mère, ai-je dit. Et elle n'est pas juste en train de mourir. Elle vit ses derniers jours. Je veux être là. Eh bien, n'attends pas de nous que nous te conduisions. Si tu veux gâcher ta jeunesse à jouer à l'infirmière en soins palliatifs, c'est ton choix. Grand-mère est décédée un mardi de novembre. J'étais là, lui tenant la main quand elle a rendu son dernier souffle. L'infirmière en soins palliatifs était là aussi, ainsi que la meilleure amie de grand-mère, Martine, une femme dans la soixantaine qui avait été la voisine et la confidente de grand-mère pendant 40 ans. Tu es une bonne fille, Sophie, a chuchoté grand-mère dans un de ses derniers moments de lucidité. Ne les laisse pas te changer. Promets-moi. Je promets, grand-mère. Elle a souri, a serré faiblement ma main et a fermé les yeux. 2 heures plus tard, elle était partie. Si vous appréciez sincèrement cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Votre soutien m'aide à continuer à partager ces histoires. J'ai appelé mes parents depuis les soins palliatifs. Papa a répondu. Elle est partie, ai-je dit en pleurant. Grand-mère est morte. Il y a eu une pause. Nous nous occuperons des arrangements. Rentre à la maison.
Peux-tu venir me chercher? Sophie, nous sommes occupés. Prends le bus. On se voit à la maison. Il a raccroché. Je me suis assise dans la chambre de grand-mère, maintenant juste une coquille vide sans sa présence, et j'ai pleuré pendant que Martine me tenait. Ta grand-mère t'aimait plus que tout, a dit Martine doucement. Elle m'a dit tant de fois à quel point elle était fière de toi, à quel point tu étais la lumière de sa vie. Elle était la mienne aussi, elle chuchotait. Je sais, ma chérie. Je sais. Les funérailles étaient prévues pour samedi, 4 jours après la mort de grand-mère. Mes parents avaient tout planifié à la minute près, présentation du corps à 10 h du matin, service à 11 h du matin, enterrement à midi, réception à 13 h. Nous devons avoir fini avant 14 h, a dit maman quand j'ai demandé pourquoi tout était si pressé. Nous avons un vol à 16 h à prendre. Je l'ai regardé fixement. Un vol? Où allez-vous? Croisière aux Antilles, a dit papa avec désinvolture, ne levant même pas les yeux de son ordinateur portable. 7 jours, tout compris. Nous l'avons réservée il y a 6 mois, et elle n'est pas remboursable. Vous partez en croisière le jour des funérailles de grand-mère? Les funérailles seront terminées d'ici là, a dit maman comme si c'était tout à fait raisonnable. Nous ferons nos adieux, assisterons au service, et puis nous partirons. La vie continue, Sophie. Ta grand-mère ne voudrait pas que nous annulions nos projets. Elle voudrait absolument que vous annuliez votre croisière. Je criais maintenant, l'incrédulité se transformant en colère. Elle vient de mourir. Vous ne pouvez pas juste l'enterrer et ensuite aller faire la fête aux Antilles. Surveille tonton, a dit papa sèchement. Nous avons déjà payé 7 500 € pour cette croisière. Nous n'allons pas jeter cet argent par la fenêtre à cause d'un mauvais timing. Un mauvais timing? C'est ta mère, et elle est morte. La voix de maman était froide, définitive. Être triste ne la ramènera pas. Nous partons en croisière, et tu restes avec Chloé pour la semaine. Fin de la discussion. J'ai regardé ma sœur, qui avait 17 ans et portait ses écouteurs, complètement déconnectée de la conversation. Elle ne se souciait pas de grand-mère, ne se souciait pas de moi, ne se souciait de rien d'autre que de son téléphone et de ses amis. Je ne veux pas rester avec Chloé, ai-je dit. Je veux rester avec Martine. Qui est Martine? A demandé papa. La meilleure amie de grand-mère. Elle a proposé de me laisser rester chez elle. Mes parents ont échangé des regards. D'accord, a dit maman avec un haussement d'épaule. Peu importe, tant que nous n'avons pas à changer nos plans. Les funérailles furent exactement aussi précipitées et impersonnelles qu'ils l'avaient prévu. L'église était à moitié vide. Grand-mère avait survécu à la plupart de ses amis, et ceux qui restaient étaient âgés et fragiles. Les frères et sœurs de mes parents aux 3 oncles et leurs familles ont assisté, tous ayant l'air vaguement mal à l'aise. J'étais assise au premier rang avec mes parents et Chloé. Martine était assise juste derrière nous. Le service était générique, délivré par un prêtre qui n'avait jamais rencontré grand-mère et continuait de l'appeler Ruth au lieu de Hélène. J'avais envie de crier. C'était grand-mère Hélène, qui avait élevé 4 enfants seuls, qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour subvenir à leurs besoins, qui m'avait appris tout ce qui comptait, et elle avait droit à un service standard de 30 minutes parce que mes parents avaient une croisière à prendre. Quand il fut temps pour la famille de parler, personne ne se leva. Le prêtre regarda mon père avec attente. Papa vérifia sa montre et secoua la tête. Je me suis levé. Je vais parler, ai-je dit, la voix tremblante. J'ai marché jusqu'au pupitre et j'ai regardé la foule clairsemée. Puis j'ai parlé de grand-mère Hélène pendant 15 minutes, sa force, sa gentillesse, sa sagesse, son amour. J'ai raconté des histoires qui ont fait rire et pleurer les gens. Je lui ai rendu hommage comme elle le méritait. Quand j'ai eu fini et que je suis retourné à ma place, ma mère s'est penchée et a chuchoté, c'était inutilement long. Nous allons rater notre vol. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé droit devant moi, la haïssant. L'enterrement fut rapide. Grand-mère a été descendue en terre à côté de grand-père, et le prêtre a dit une brève prière. La réception a eu lieu au sous-sol de l'église, des sandwichs et du café que mes parents avaient commandé au traiteur le moins cher qu'ils aient pu trouver. À 13h45, exactement comme prévu, mes parents ont annoncé qu'ils partaient. Sophie, Chloé va te déposer chez Martine, a dit maman, marchant déjà vers le parking.
Nous serons de retour dans une semaine. Sois sage. Vous partez vraiment? Je ne pouvais pas croire que cela se produisait réellement maintenant. Grand-mère est en terre, et vous partez en vacances. Elle est morte. Sophie, la voix de papa était irritée maintenant, comme si j'étais déraisonnable. Elle ne saura pas que nous sommes partis. Nous avons payé pour ce voyage, et nous le prenons. Tu es assez grande pour comprendre les priorités. Je comprends que vous vous souciez plus d'une croisière que de votre propre mère, ai-je dit. Le visage de papa est devenu rouge. Tu es dramatique et irrespectueuse. Nous en discuterons à notre retour. Ils sont partis, ont simplement quitté la réception des funérailles de grand-mère, et ont roulé pour prendre leur vol vers les Antilles. Chloé m'a conduite chez Martine 20 minutes plus tard, parlant à peine pendant tout le trajet. Désolée pour maman et papa, a-t-elle dit lorsque nous nous sommes arrêtés devant le petit bungalow de Martine. Ils sont assez terribles. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Martine Garnier était tout ce que mes parents n'étaient pas, chaleureuse, présente, profondément gentille. Elle m'a accueilli chez elle comme si j'avais toujours appartenu là. Tu prendras la chambre d'amis, a-t-elle dit, me montrant une chambre douillette avec un lit recouvert d'une courte pointe et des rideaux en dentelle. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, ma chérie. J'ai promis à Hélène de veiller sur toi s'il lui arrivait quelque chose, et je tiens mes promesses. Grand-mère t'a demandé de veiller sur moi. Oui. Il y a environ 2 mois, quand elle a su qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, elle était inquiète pour toi, Sophie. Inquiète de la façon dont tes parents te traitaient. Elle voulait s'assurer que quelqu'un serait là pour toi. J'ai commencé à pleurer, et Martine m'a tenu pendant que je sanglotais pour grand-mère, pour les funérailles qu'elle méritait mais n'a pas eues, et pour les parents qui avaient choisi des vacances plutôt que le deuil. Cette semaine avec Martine a changé ma vie. Elle m'a raconté des histoires sur grand-mère que je n'avais jamais entendues, sur sa force pendant les années les plus dures, ses actes de générosité discrets, sa protection féroce de ses enfants malgré le peu qu'elle avait. Ta grand-mère était remarquable, a dit Martine un soir autour d'un thé. Elle n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais elle était riche dans les domaines qui comptent. Et elle t'aimait tellement, Sophie. Tu étais sa fierté et sa joie. Je l'aimais aussi, elle chuchotait. Je sais que oui, et elle le savait aussi. Quand mes parents sont revenus de leur croisière, bronzés, détendus et pleins d'histoires sur les buffets et les excursions, ils ont à peine remarqué mon absence. T'es-tu bien comporté chez Martine, a demandé maman. Oui. Bien. Retour à la normale maintenant. Mais rien n'était normal. Je ne pouvais plus regarder mes parents de la même manière après qu'ils m'aient abandonné aux funérailles de grand-mère. Chaque interaction était teintée par la connaissance qu'ils avaient donné la priorité à des vacances plutôt qu'à dire au revoir à la femme qui les avait élevés. J'ai commencé à passer plus de temps chez Martine. Ça ne la dérangeait jamais, en fait, elle l'encourageait. Nous dînions ensemble, travaillions sur des projets de couture qu'elle avait appris de grand-mère, parlions de livres, de la vie et de rêves. Tu es toujours la bienvenue ici, m'a-t-elle dit. C'est ta deuxième maison. C'est devenu ma première maison, ma vraie maison, l'endroit où je me sentais apprécié. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Votre soutien signifie tout. L'arrangement de la garde. 6 mois après les funérailles de grand-mère, la situation a dégénéré. Mes parents se disputaient constamment à propos de l'argent. Ils avaient trop dépensé pour la croisière et d'autres luxes et étaient en retard sur les factures. Le stress les rendait encore plus insupportables que d'habitude. Un soir, ils m'ont assise pour une réunion de famille. Sophie, nous devons discuter de ton avenir, a dit papa de sa voix d'homme d'affaires sérieux. Ta mère et moi faisons face à des pressions financières en ce moment. Nous devons réduire les dépenses. D'accord, ai-je dit lentement, incertaine de la direction que cela prenait. Chloé va à l'université l'année prochaine, et cela va coûter cher. Nous devons donner la priorité à son éducation. Alors, nous avons pris une décision. Tu vas aller vivre chez Martine. J'ai cligné des yeux. Quoi? Martine a proposé de t'accueillir, a dit maman. Elle a beaucoup de place, et elle apprécie clairement ta compagnie. Cela a du sens pour tout le monde. Nous pouvons nous concentrer sur les besoins de Chloé, et tu peux être quelque part où tu es manifestement plus à l'aise. Il me donnait. 6 mois après m'avoir abandonné aux funérailles de grand-mère, il me donnait littéralement pour réduire leurs dépenses.
J'aurais dû être anéanti. Au lieu de cela, je me suis senti soulagé. D'accord, ai-je dit. Ils ont eu l'air surpris que j'ai accepté si facilement. Nous te verrons toujours, a dit papa maladroitement. Les vacances et tout ça. Ce n'est pas un abandon. C'est juste un arrangement pratique. Bien sûr, ai-je dit. Puis j'allais faire mes valises. Les arrangements légaux furent étonnamment simples. Martine était déjà une mère d'accueil agréée. Elle avait élevé plusieurs enfants au fil des ans, donc la paperasse a été réglée rapidement. Mes parents ont cédé la garde sans hésitation, et pour mon 15e anniversaire, je vivais officiellement à temps plein avec Martine. Mes parents ont rendu visite 2 fois la première année, puis une fois l'année suivante, puis plus du tout. Chloé est allée à l'université et rentrait rarement à la maison. Quand elle le faisait, elle ne venait pas me voir chez Martine. J'étais seul avec ma famille biologique, mais je n'étais pas seul parce que j'avais Martine. Martine est devenue la mère que je n'avais jamais eue. Elle a encouragé mon éducation, soutenu mes intérêts et m'a fait sentir que je comptais. Elle travaillait comme comptable à la retraite faisant du conseil à domicile, elle était donc toujours disponible quand j'avais besoin d'elle. « Que veux-tu être, Sophie ?» m'a-t-elle demandé un soir quand j'avais 16 ans. Je ne sais pas. Quelque chose qui aide les gens, je pense. Ta grand-mère voulait être infirmière, a dit Martine. Mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Elle a dû abandonner l'école pour travailler lorsque sa propre mère est décédée. Elle aurait été brillante. Vraiment? Je ne savais pas ça. Elle avait des rêves, tout comme toi. Ne laisse rien t'empêcher de réaliser les tiens. Sous la direction de Martine, j'ai prospéré. Mes notes sont passées de B à A. J'ai rejoint des clubs, me suis fait des amis et j'ai découvert une passion pour le travail social. Martine a payé pour des cours de préparation aux examens, les frais de candidature à l'université ou tout ce dont j'avais besoin. Je ne peux pas me permettre tout ça, ai-je protesté quand elle a insisté pour engager un conseiller universitaire. Si, tu peux, a dit Martine fermement. Ta grand-mère m'a laissé quelque chose dans son testament spécifiquement pour ton éducation. Elle voulait s'assurer que tu aies des opportunités. Nous utilisons cet argent exactement comme elle l'avait prévu. J'ai été accepté dans le programme de travail social de l'Université de Nantes avec une bourse partielle. Martine a couvert le reste sans hésitation. Pendant mes 4 années là-bas, elle a visité régulièrement, appelé chaque semaine et s'est assurée que je savais que j'étais aimé. Mes parents biologiques n'ont pas appelé une seule fois pendant l'université, n'ont pas demandé comment j'allais, n'ont pas reconnu ma remise de diplôme. J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit d'eux. Après avoir obtenu ma licence, j'ai été accepté au master en travail social à la Sorbonne, avec un accent sur le bien-être de l'enfant. Je voulais aider des enfants comme moi ou des enfants dont les parents avaient échoué, qui avaient besoin de quelqu'un pour intervenir et prendre soin d'eux. Martine était à ma remise de diplôme de maîtrise, pleurant et applaudissant plus fort que quiconque. Ta grand-mère serait si fière, a-t-elle chuchoté en me serrant fort. J'aurais aimé qu'elle voie ça, ai-je dit. Elle le voit, ma chérie. Je sais que oui. J'ai trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif à Rennes, travaillant avec des jeunes en famille d'accueil, les aidant à naviguer dans le système, plaidant pour leurs besoins et les connectant à des ressources. Le travail était difficile mais significatif. Je vivais la vie que grand-mère Hélène aurait voulu pour moi. Martine avait 83 ans maintenant, toujours vive et active, toujours mon rock. Nous dînions ensemble tous les dimanches, maintenant la tradition que j'avais commencée avec grand-mère. Puis, un mardi matin, alors que j'avais 27 ans, j'ai reçu un appel de l'avocat de Martine. Mademoiselle Dubois, ici maître Julien Leroy de Leroy et Associés. J'appelle concernant la succession de Martine Garnier. Mon sang s'est glacé. Est-ce que Martine va bien? Je suis au regret de vous informer que mademoiselle Garnier est décédée paisiblement dans son sommeil la nuit dernière. Elle a eu une crise cardiaque. On me dit que ce fut rapide et indolore. Le monde s'est arrêté. Martine, partie juste comme ça. Non, ai-je chuchoté. Non, ça ne peut pas être vrai. Je l'ai vue dimanche. Elle allait bien. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Mademoiselle Garnier était une femme remarquable. Elle a laissé des instructions très spécifiques pour sa succession, et en tant que son avocat, je dois vous informer que vous êtes désigné comme bénéficiaire.
Il y aura une lecture formelle du testament mardi prochain à 14 h à mon bureau. Votre présence est requise. D'accord, ai-je dit, engourdi. Madame Dubois, je devrais également vous informer que nous avons contacté vos parents et votre sœur. Ils ont également été nommés dans le testament et seront présents. Mes parents? Pourquoi Martine leur laisserait-elle quelque chose? Je ne peux pas discuter des détails au téléphone. Tout sera expliqué lors de la lecture. Encore une fois, mes sincères condoléances. Il a raccroché. Je suis resté assise dans mon bureau à fixer le mur, essayant de réaliser que Martine était partie, la femme qui m'avait élevé, sauvée, aimée inconditionnellement. Partie. J'ai à peine fonctionné pendant la semaine suivante. J'ai organisé les funérailles de Martine, choisissant un beau service dans la même église où nous avions enterré grand-mère Hélène. J'ai parlé de la gentillesse de Martine, de sa générosité et de son impact sur ma vie et la vie de dizaines d'enfants en famille d'accueil qu'elle avait aidé au fil des ans. Mes parents n'ont pas assisté aux funérailles. Chloé non plus. Ils attendaient plutôt la lecture du testament. Le mardi est arrivé. Je me suis habillé d'une simple robe noire et j'ai conduit jusqu'à Leroy et Associés, un petit cabinet d'avocats du centre-ville de Rennes. Le bureau était élégant mais discret, exactement le genre d'endroit que Martine aurait choisi. Je suis arrivé 15 minutes en avance et on m'a conduite à une salle de conférence. Et ils étaient là, mes parents et Chloé déjà assis, l'air expectant. Je ne les avais pas vus en personne depuis plus de 10 ans. Papa avait considérablement vieilli et plus mince, plus gris, plus usé. Maman avait l'air plus dure, cassante avec trop de maquillage essayant de cacher les années. Chloé avait 30 ans maintenant, portant un costume coûteux qui criait « carriériste qui essaie trop ». Sophie, a dit papa, se levant maladroitement. Tu as bonne mine. Merci. Nous étions désolés d'apprendre pour Martine, a ajouté maman, bien que son ton suggère qu'elle ne l'était pas du tout. Elle t'aimait beaucoup. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris place en face d'eux et j'ai attendu. Maître Julien Leroy est entré, portant un épais dossier. C'était un homme petit et précis dans la cinquantaine avec des yeux gentils. Merci à tous d'être venus. Je sais que c'est un moment difficile. Commençons. Il a ouvert le dossier et a sorti le testament. Dernière volonté et testament de Martine Garnier, exécuté le 15 mars de cette année. Mademoiselle Garnier était très précise sur ses souhaits, et je suis ici pour m'assurer qu'ils sont exécutés exactement comme elle l'a voulu. Il a commencé à lire le langage juridique standard, saint d'esprit, révocation des testaments précédents, etc. Mes parents se penchaient en avant, attentifs. Ils s'attendaient clairement à recevoir quelque chose de substantiel. Premièrement, au fils de ma chère amie Hélène Lambert, Alain Dubois, et à son épouse Véronique, je lègue ce qui suit, un compte rendu complet de chaque euro qu'ils ont coûté à Hélène par leur égoïsme et leur négligence. Mes parents se sont figés. Le visage de papa a rougi. Quoi? Maître Leroy a sorti plusieurs pages de documents détaillés. Madame Garnier a documenté chaque fois que vous avez emprunté de l'argent à votre mère, Hélène, et ne l'avez jamais remboursé. Le total s'élève à 118 000 € sur une période de 30 ans. Elle a également documenté les frais de garde qu'Hélène a payés de sa poche pour vos enfants, Sophie et Chloé, totalisant 40 000 € supplémentaires. Mademoiselle Garnier voulait que vous compreniez exactement combien Hélène a sacrifié pour vous pendant que vous la traitiez comme un distributeur automatique de billets. Il a glissé les documents sur la table. Papa les a saisis, les parcourant frénétiquement. C'est ridicule, s'est exclamé maman. C'est elle ne peut pas. Il y a plus, a continué Julien. À Alain et Véronique Dubois, je laisse également ce message, que Mademoiselle Garnier a enregistré de ses propres mots, vous avez abandonné votre fille aux funérailles de votre mère pour partir en croisière. Vous avez donné la priorité à votre confort plutôt qu'à dire au revoir à la femme qui a tout sacrifié pour vous. Vous avez donné Sophie comme si elle était un fardeau au lieu d'une bénédiction. Vous êtes le pire type de parent, celui qui voit les enfants comme des accessoires ou des inconvénients plutôt que comme des êtres humains qui méritent de l'amour. J'espère que cette connaissance vous entra. La pièce était silencieuse. La bouche de papa était littéralement ouverte. Maman était devenue pâle. De plus, a dit Julien, Mademoiselle Garnier a établi un fonds de 46 000 € spécifiquement pour le conseil en deuil et la thérapie familiale si jamais Sophie choisissait de poursuivre une réconciliation avec vous. Elle doutait que vous en profitiez, mais elle voulait que l'option soit disponible.
Ce fonds restera en fiducie pendant 5 ans, après quoi il reviendra à Sophie. Il est passé à autre chose avant que mes parents ne puissent répondre. À Chloé Dubois, je lègue ma collection de livres en première édition, évaluée à environ 14 000 €, avec l'espoir que vous les lirez et apprendrez quelque chose sur la compassion et la loyauté familiale. Chloé avait l'air confuse. C'est tout? Des livres? Oui. Mademoiselle Garnier était convaincue que la richesse matérielle donnée à ceux qui ne l'apprécient pas est gaspillée. Elle espérait que les livres apporteraient une certaine valeur à votre vie, bien qu'elle ait eu des doutes. Julien s'est tourné vers moi, et son expression s'est adoucie. Et maintenant à Sophie Claire Dubois, que j'ai aimée comme une fille pendant 13 ans, je lègue l'intégralité de ma succession. Cela comprend ma maison au 428 rue des Érables, évaluée à 630 000 €, mon portefeuille d'investissement, actuellement évalué à 2 960 000 €, mes comptes d'épargne. Totalisant 1 300 000 €, mes comptes de retraite, évalués à 2 600 000 €, et divers autres actifs, y compris des véhicules, des bijoux et des biens personnels, évalués collectivement à 390 000 €. La valeur totale de la succession est d'environ 7 800 000 €. Je ne pouvais pas respirer. 7 800 000 €. De plus, a poursuivi Julien, lisant la lettre personnelle de Martine. Sophie, ma chérie, cet argent représente la vie que j'ai bâtie et l'avenir que je veux que tu aies. Utilise-le pour continuer ton travail important d'aider les enfants qui ont besoin de défenseurs, pour construire la vie que tu mérites. Ta grand-mère, Hélène, serait si fière de la femme que tu es devenue, et moi aussi. Tu es la fille que je n'ai jamais eue, et tu as apporté plus de joie à ma vie que tu ne le sauras jamais. Vis bien, aime profondément, et n'oublie jamais que tu es extraordinaire. Avec tout mon amour, Martine. Les larmes coulaient sur mon visage. Julien m'a tendu un mouchoir avec la lettre, qui était de la propre écriture de Martine. La bouche de mon père était toujours ouverte, son visage passant par le choc, l'incrédulité et la rage. Ce n'est pas légal, a-t-il finalement réussi à articuler. Elle ne peut pas juste, nous sommes de la famille. Nous avons un droit. Vous n'avez aucun droit ici, a dit Julien fermement. Le testament de mademoiselle Garnier est en béton. Je l'ai écrit moi-même et je me suis assuré qu'il résisterait à toute contestation. Elle était de son plein gré lorsqu'elle l'a exécuté. Vous pouvez contester si vous le souhaitez, mais vous perdrez et gaspillerez de l'argent en frais de justice dans le processus. 7 800 000 €, a dit papa, me fixant comme s'il ne m'avait jamais vu. À elle. À la fille que nous avons donnée. La fille que vous avez abandonnée, a corrigé Julien. Mademoiselle Garnier a été très claire à ce sujet. Vous ne lui avez pas donné Sophie comme une généreuse donation. Vous avez abandonné votre enfant pour économiser de l'argent, et Martine est intervenue pour sauver cet enfant de vous. Maman pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de chagrin, c'était des larmes de rage et de regret. Ce n'est pas juste. Nous sommes ses parents. Nous méritons. Vous méritez exactement ce que vous avez eu, ai-je dit doucement. Tout le monde s'est tourné vers moi. Je me suis levé, serrant la lettre de Martine contre ma poitrine. J'ai fini ici. Maître Leroy, veuillez m'envoyer les documents de la succession. Je signerai tout ce qui doit l'être. Bien sûr, mademoiselle Dubois. Je suis sorti de cette salle de conférence sans regarder en arrière. Derrière moi, j'ai entendu la voix de mon père, Sophie, attends. Nous devrions en parler. Nous sommes toujours de la famille. J'ai continué à marcher. Il a fallu 6 mois pour régler complètement la succession. Pendant ce temps, mes parents ont essayé de me contacter 67 fois, appels, courriels, messages textes, même en se présentant à mon travail. Chaque message était une variation de « Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours de la famille » et « Martine voudrait sûrement que tu partages avec tes parents ». Je les ai bloqués après les 10 premières tentatives. Chloé a envoyé un courriel, je ne pense pas que ce que Martine a fait était juste, mais je suppose qu'elle était plus proche de toi que de nous. Félicitations pour l'argent. Je n'ai pas répondu. J'ai vendu la maison de Martine. Je ne pouvais pas y vivre sans elle, et les souvenirs étaient trop douloureux. J'ai gardé certaines de ses affaires, sa machine à coudre, sa boîte à recettes, des photos de nos ensembles, et la courte pointe qu'elle m'avait faite. L'argent est allé dans des fonds en fiducie et des investissements gérés par un conseiller financier. J'ai continué à travailler dans l'organisation à but non lucratif.
L'argent n'a pas changé mon engagement à aider les jeunes en famille d'accueil, au contraire, cela l'a renforcé. J'ai utilisé une partie de l'héritage de Martine pour créer la Fondation Hélène Lambert et Martine Garnier, une organisation à but non lucratif offrant des bourses d'études et des services de soutien aux enfants en famille d'accueil. La Fondation sert 200 enfants par an, leur offrant les opportunités que Martine et grand-mère m'ont données. Lors de l'événement de lancement de la Fondation, j'ai parlé des deux femmes, de leur force, de leur gentillesse, de leur conviction que l'amour était une action, pas une obligation. J'ai raconté l'histoire d'avoir été abandonnée aux funérailles de ma grand-mère et comment cet abandon m'a conduite à la femme qui m'élèverait avec un amour véritable. Les nouvelles locales ont couvert l'événement. Mes parents l'ont vu. Ils ont envoyé plus de messages maintenant, essayant de recadrer le récit. Nous avons toujours su que tu ferais de grandes choses et ta grand-mère serait fière. Je les ai tous supprimés. J'ai 28 ans maintenant. L'argent a été investi judicieusement et continue de croître. Je vis confortablement, mais pas de manière extravagante, dans une petite maison près de l'organisation à but non lucratif où je travaille. Je suis fiancé à un homme merveilleux qui travaille dans l'éducation et comprend exactement pourquoi ma famille choisie compte plus que ma famille biologique. Mes parents semblent avoir des difficultés financières. J'ai entendu dire par des parents éloignés que l'entreprise de papa a fait faillite, et qu'ils vivent dans un petit appartement, survivant grâce à la sécurité sociale. Ils sont amers à propos de l'héritage qui, selon eux, aurait dû leur revenir. Je ne ressens rien en entendant cela, pas de satisfaction, pas de culpabilité, juste rien. Ce sont des étrangers qui se trouvent avoir fourni de l'ADN. Le véritable héritage n'était pas l'argent. C'était la leçon selon laquelle la famille se construit par la présence, le sacrifice et l'amour inconditionnel. Grand-mère Hélène m'a appris cela, Martine l'a prouvé. Je le transmets par la Fondation, par mon travail avec les enfants en famille d'accueil, par la construction d'une vie basée sur les valeurs qu'elles m'ont inculquées. Parfois, les gens me demandent si je regrette de ne pas avoir partagé l'héritage avec mes parents, croyant que la famille de sang mérite quelque chose juste pour être apparentée. Je ne le regrette pas. Martine a laissé son argent à la personne qui l'aimait, l'honorait et était là pour elle. Ce n'étaient pas mes parents, c'était moi. Ils ont eu 13 ans pour bâtir une relation avec Martine. Ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont eu 13 ans pour réparer leur relation avec moi. Ils ont choisi de ne pas le faire. Les choix ont des conséquences. Ils ont choisi des croisières, des apparences et la commodité plutôt que l'amour et la présence. J'ai choisi différemment. Le testament de Martine a reflété ses choix. Si vous lisez ceci et que vous avez été abandonné, donné, ou traité comme moins précieux que le confort de vos parents, s'il vous plaît, écoutez-moi. Leur incapacité à vous aimer correctement ne définit pas votre valeur. Votre valeur n'est pas déterminée par des personnes trop égoïstes pour l'avoir. Trouvez votre Martine. Trouvez la personne qui interviendra lorsque votre famille biologique s'éloignera. Construisez votre vie avec leur soutien et leurs conseils. Et lorsque vous réussirez, honorez les personnes qui méritaient réellement d'être honorées. Je suis la preuve vivante que la famille choisie est la vraie famille. Que l'amour est une action, pas une obligation. Que la présence compte plus que le fait d'apparaître dans un test ADN. À grand-mère Hélène et Martine, merci de m'avoir vu quand j'étais invisible pour mes propres parents, de m'avoir aimé quand je me sentais indigne d'être aimé, de m'avoir appris que la famille n'est pas une question de biologie. Il s'agit d'être présent de manière constante et inconditionnelle. Je vous porte toutes les deux avec moi chaque jour. La Fondation porte vos noms. Les enfants que nous aidons sont votre héritage, et la vie que je construis est la preuve que votre amour a tout transformé. Vous m'avez donné le véritable héritage, la connaissance que je méritais mieux que ce que j'obtenais et le courage de l'accepter lorsque quelqu'un me l'a offert. Merci pour tout, toujours.